Ma belle-mère veut nous mettre à la porte après la mort de mon père parce qu'elle est la propriétaire légale, mais ma sœur et moi, on a éclaté de rire en lui disant que la véritable propriétaire était en route. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. J'ai 16 ans et mon père est décédé il y a 3 jours. Ma sœur Olivia, qui a 14 ans, et moi savions déjà que ça allait arriver. Il se battait contre une maladie dégénérative depuis presque 4 ans. Mais savoir que ça allait arriver n'a rien rendu plus facile. J'ai toujours pensé que je serais préparé quand le moment viendrait, que je serais prête à encaisser le coup. Je suis la grande sœur, je suis censée être forte quand Olivia a besoin de moi. Mais il n'existe aucune préparation qui aide à affronter quelque chose comme ça. Mon père était la personne la plus importante au monde. Il était le seul dans nos vies qui était toujours là, quoi qu'il arrive. Et maintenant, il n'est plus là. Voir quelqu'un qu'on aime dépérir petit à petit, jour après jour, c'est brutal. Mais au moins, quand il est parti, il était entouré de gens qu'il aimait, enfin, c'est ce que je croyais. Maintenant, je n'en suis plus si sûr. L'organisation des funérailles a commencé presque immédiatement, mais pas parce que ma sœur et moi le voulions. Marlène, ma belle-mère et la personne au centre de cette histoire, a pris les choses en main avant même que nous ayons eu le temps de réaliser notre perte. Elle a dit qu'elle s'occuperait de tout et qu'Olivia et moi devrions juste nous concentrer sur notre deuil ou peu importe. Au début, j'ai cru qu'elle essayait d'être attentionnée, mais j'ai vite compris qu'elle voulait seulement nous mettre de côté. Pour un peu de contexte, Marlène a épousé mon père il y a 3 ans, et pour être honnête, je ne l'ai jamais aimée. Olivia non plus. Il y avait toujours quelque chose chez elle qui sonnait faux. Comme si elle savait toujours dire exactement ce que les gens voulaient entendre au bon moment, mais avec une intention calculée. Ça n'a jamais semblé naturel, même si elle essayait de le faire paraître ainsi. Et en privé, quand il n'y avait qu'elle, Olivia et moi, elle était différente. Vous voyez la femme blonde dans À nous 4, The Parent Trap? Marlène lui ressemble beaucoup. Elle n'a jamais été ouvertement cruelle, du moins pas devant papa, mais dès qu'il n'était pas là, son masque tombait et elle faisait des remarques méprisantes sur l'argent que papa dépensait pour nous. Elle disait qu'on était pourri gâtés et chanceuse qu'elle soit entrée dans sa vie pour l'aider à gérer les choses. Papa n'a jamais vu ce côté d'elle et, avec sa maladie, nous ne pouvions pas lui en parler. Elle s'assurait qu'il ne le voit pas. Elle était toujours si douce et affectueuse dès qu'il était dans la pièce. Mais papa allait de plus en plus mal. Plus sa maladie progressait, moins il passait de temps avec nous. Et plus le masque de Marlène glissait. Elle a renvoyé Clara, l'infirmière de papa, qui était avec nous depuis presque 2 ans. Clara faisait partie de la famille. Elle avait une 20aine d'années, pas beaucoup plus que moi ou Olivia, et elle s'occupait de papa comme si c'était son propre père, pas juste un patient. Marlène l'a renvoyé un jour, disant que papa serait plus à l'aise avec un infirmier puisqu'il avait besoin de soins plus intensifs. Personnellement, je pense qu'elle ne voulait pas d'une autre femme dans la maison. L'homme qu'elle a embauché faisait bien son travail, papa ne s'est jamais plaint, mais l'ambiance de la maison avait totalement changé. J'ai essayé d'en parler avec Marlène, mais elle a refusé d'écouter et m'a dit qu'elle était l'adulte de la maison, donc que c'était elle qui décidait. C'était comme si elle voulait montrer son pouvoir sur la maison parce qu'elle savait que papa n'allait pas bien et que nous ne dirions rien. Et nous ne pouvions rien dire, il était malade. Chaque fois qu'il nous parlait, il faisait de son mieux pour nous éviter de nous inquiéter. Il voulait parler de choses heureuses et nous faire rire, et la dernière chose qu'Olivia et moi voulions, c'était de le stresser ou de lui faire croire qu'il avait fait une erreur en l'épousant. Oui, Marlène était difficile à supporter, mais malgré tout, elle rendait papa heureux. Je ne voulais pas lui enlever ça. Olivia et moi savions que même malade, il faisait toujours de son mieux pour nous. On voulait juste qu'il soit heureux. Alors, on supportait Marlène et on se mordait la langue pour garder la paix. Puis, quand papa est décédé, Marlène a complètement changé. Elle n'a pas perdu une seconde. Sérieusement, en moins d'1 heure, elle passait déjà des coups de fil, prenait des rendez-vous et dictait chaque détail des funérailles. Oui, évidemment, elle était sa femme, mais Olivia et moi sommes ses filles. On n'est pas de petites gamines incapables d'avoir notre mot à dire. Elle n'a même pas les numéros de la famille élargie de papa, puisqu'il vient littéralement d'un petit village paumé et qu'ils vivent tous très loin. Je suis presque certaine qu'elle n'en a vu aucun depuis qu'elle a épousé papa il y a exactement 3 ans. Moi non plus je n'ai pas leurs numéros, on les voit rarement, mais malgré tout, à la fin de la journée, c'est la famille, et la famille de papa est immense. Les contacter pour organiser les choses aurait dû être une priorité, mais Marlène a insisté pour faire une cérémonie modeste parce que, selon elle, papa n'aurait pas voulu quelque chose d'extravagant. Je pense qu'elle ne voulait tout simplement pas gérer sa famille, alors elle a tout précipité. Je lui ai dit plusieurs fois de les contacter, mais elle répétait toujours qu'il n'y avait pas assez de temps. Bien sûr qu'il n'y avait pas de temps, c'est elle qui insistait pour que ce soit fait au plus vite. Et tout, absolument tout, contre quoi Olivia et moi avons voulu nous opposer, le cercueil le moins cher, le minimum de fleurs, et un petit funérarium qui, à mon avis, n'a pas été rénové depuis les années 80. Sérieusement, mon père est mort il y a 3 jours. On aurait pu organiser les funérailles à la fin de la semaine,
ça aurait été très bien. Mais Marlène devait les faire tout de suite. C'était horrible. Bien pire que ce à quoi je m'attendais. Et aucun membre de la famille de papa n'a pu venir parce qu'ils n'ont appris son décès qu'hier. J'ai réussi à contacter une de mes tantes via Facebook et je lui ai tout raconté. Je n'aurais pas dû avoir à faire ça. Ils auraient dû être là. Olivia et moi étions seuls à cause de Marlène, qui a passé tout le service à se pavaner devant tous ses amis et sa famille, qui, bien sûr, avaient été avertis dès la mort de papa et avaient réussi à venir à temps. Elle donnait l'image parfaite de la veuve éplorée, pleurant dans un mouchoir de papa, s'accrochant aux gens, racontant à qui voulait l'entendre combien elle avait aimé mon père, combien elle était dévastée, et combien elle était bien trop jeune pour être veuve. J'ai essayé de tenir Olivia le plus loin possible d'elle. Nous voulions honorer notre père, nous voulions lui dire adieu. Mais comment pouvions-nous nous concentrer là-dessus quand ce qui aurait dû être une belle cérémonie remplie de famille n'était qu'une mise en scène vide pour que Marlène brille? Après le service, il y a eu une réception chez nous. Marlène agit comme si elle était la propriétaire de la maison depuis le jour où elle a emménagé, donc bien sûr elle a profité de l'occasion pour parader dans la maison avec sa robe, se lamentant sur l'horreur d'être une veuve laissée avec 2 jeunes filles à charge. Les mêmes filles qu'elle n'a même pas regardées, trop occupée à enchaîner les verres de vin pendant que ses amis et sa famille la consolaient et la flattaient. Pendant ce temps, ma sœur et moi essayions de divertir les rares membres de la famille qui avaient réussi à venir à temps. Olivia et moi nous sommes échappés dans nos chambres dès que nous l'avons pu, car je voyais bien que ma petite sœur était épuisée. Et honnêtement, moi aussi. Je suis resté avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et maintenant je suis assis sur son lit, en train d'écrire ceci sur mon ordinateur portable en attendant que tout le monde en bas parte. Je ne poste pas ça pour demander des conseils ou quoi que ce soit. Je veux juste vider mon sac, et mon journal est dans ma chambre. Je ne laisse pas Olivia seule pour le moment. Donc, voilà. Mise à jour 1. Si vous lisez ceci, vous avez probablement vu mon post d'il y a quelques heures au sujet de mon père malade, de ma belle-mère et de la façon dont elle agit depuis qu'il est décédé il y a quelques jours. Olivia et moi sommes toujours cachés à l'étage. Le plan était de rester ici jusqu'à ce que tous les invités de la réception soient partis, afin que nous puissions descendre à la cuisine et prendre quelque chose à manger sans avoir à supporter les amis de Marlène qui l'adulent, ni les quelques personnes qui étaient réellement des amis de papa. Parce que, même si je suis sûr qu'ils ont de bonnes intentions, être avec eux en ce moment est un peu étouffant. Vu le temps qu'on est resté ici et le fait que le bruit a considérablement diminué, nous avons pensé que la plupart des invités étaient déjà partis. Il est assez tard, surtout pour un jour de semaine, donc ils doivent probablement tous travailler demain. Mais le truc étrange, c'est qu'il y avait encore du bruit en bas. Au début, j'ai cru que c'était peut-être Marlène qui rangeait ou parlait avec une de ses amies. Alors Olivia et moi, nous avons discrètement grimpé en haut de l'escalier pour jeter un coup d'œil, juste pour être sûr. Et c'est là qu'on a entendu une voix d'homme. Je ne la reconnaissais pas, et Olivia non plus. Mais peut-être que c'était un ami de papa qui était resté pour soutenir la veuve éplorée, vu tout le spectacle qu'elle avait donné aux funérailles. Mais plus on écoutait, plus il devenait clair que ce n'était pas une conversation amicale ou de réconfort. Marlène riait. Elle riait moins de 12 heures après avoir enterré son mari, mon père. Elle était là, en bas, dans la maison où il avait vécu, en train de rire et de flirter avec un type. Olivia et moi, on s'est regardés complètement sous le choc. Olivia a demandé, « Qu'est-ce que Marlène est en train de faire ?» Je n'en avais aucune idée. Évidemment, Olivia était tout aussi perdue. Une partie de moi voulait, et veut toujours, descendre pour la confronter directement. Mais l'autre partie n'a tout simplement pas l'énergie de gérer ses manigances cette fois-ci. Elle peut rire, flirter ou faire je ne sais quoi là-bas, mais moi, j'ai enterré mon père. Olivia est d'accord, et je crois qu'elle est tout aussi épuisée. Je pense qu'on espère toutes les deux que si on reste ici, elle nous laissera tranquilles. Peut-être pour toujours. Nous sommes maintenant dans ma chambre, qui est un peu plus loin de l'escalier, donc avec la porte fermée on n'entend presque rien. Olivia s'est rendormie. Il y a peu, j'ai entrouvert la porte juste pour écouter, et je pouvais encore les entendre en bas. Maintenant, je suis presque sûr d'avoir entendu le bruit de verres de vin qui s'entrechoquent ou quelque chose du genre, et ils sont bien plus bruyants qu'avant. Elle est probablement encore ivre. C'est insensé. Elle a passé toute la journée à jouer la veuve dévastée et effondrée, et maintenant elle est en bas à faire la fête avec un type comme si de rien n'était. Mise à jour 2. Quelques heures après mon dernier post, les choses sont passées de mal en pire. Lisez mon autre post pour le contexte, mais pour résumer, Olivia et moi étions toujours dans ma chambre, et à ce moment-là j'essayais déjà de dormir un peu. Je dirais qu'aux alentours de minuit, Marlène a commencé à nous appeler en hurlant depuis le rez-de-chaussée. Littéralement en train de nous gueuler dessus pour qu'on descende immédiatement. Je ne peux pas écrire exactement ce qu'elle a dit à cause des règles ici, mais elle était clairement ivre. Cependant, elle n'avait plus l'humeur rieuse qu'on lui avait entendue plus tôt. Elle n'était pas en colère non plus. Elle avait une attitude, je ne sais pas. Comme si elle était prête à nous montrer quelque chose. Arrogante, serait probablement le meilleur mot, mais je ne sais pas trop comment la décrire. Elle était joyeuse, mais d'une manière calculée. Elle tenait toujours un verre de vin à la main,
sans surprise. Le type qu'on avait entendu plus tôt était déjà parti, mais je fus distraite quand elle nous a fait signe de nous asseoir avant de commencer à parler, comme si elle était une reine s'adressant à ses loyaux sujets ou quelque chose du genre. Très calmement, comme si elle parlait de la météo, elle nous a dit, à Olivia et à moi, qu'il fallait qu'on fasse nos valises parce qu'elle voulait qu'on quitte la maison avant la fin de la semaine. Je n'ai même pas répondu. Je l'ai juste fixé jusqu'à ce qu'Olivia demande ce qu'elle voulait dire par là. Et là, Marlène a eu le culot de dire à Olivia que cette maison lui appartenait désormais, parce que notre père lui avait tout légué dans son testament. Et puisque c'était la propriétaire légitime, c'était à elle de décider qui pouvait rester, et elle voulait qu'on parte. Je ne sais pas si c'était parce qu'on était épuisés, ou parce que Marlène était tellement ridicule, mais Olivia et moi nous sommes juste regardés. Et au moment où nos yeux se sont croisés, on a éclaté de rire parce que ce n'était pas possible qu'elle soit sérieuse. C'est notre maison. On le lui a dit, et elle a eu l'audace d'essayer de nous corriger, en disant que c'était peut-être notre maison avant, mais, je cite, plus maintenant. Elle a dit que papa avait apparemment fait en sorte que Marlène hérite de tout. Sa crise au sujet d'être la propriétaire légitime n'a pas vraiment arrêté nos fous rires. Chaque fois qu'Olivia et moi nous nous regardions, on repartait de plus belle. J'ai été la première à me calmer suffisamment pour dire quelque chose de cohérent. J'ai simplement dit à Marlène que la véritable propriétaire était déjà en route et qu'elle pouvait arrêter de se ridiculiser. Sérieusement, Marlène est une idiote. Ma mère est la propriétaire de la maison. La principale raison pour laquelle Olivia et moi avons été si patientes avec les bêtises de Marlène, c'est parce qu'elle donne l'impression d'être une méchante de dessin animé persuadée qu'elle va hériter d'une immense maison. Mais cette maison n'a jamais appartenu à mon père. Donc, la blague est sur elle. Ma mère travaille énormément. Vraiment beaucoup. Elle est presque toujours à l'étranger, donc quand elle et mon père ont divorcé, il a obtenu la garde parce que nous avions grandi ici et qu'il ne voulait pas nous déraciner. On ne parle pas vraiment de nos finances, vous voyez ? Et avec Marlène, on n'a jamais évoqué l'argent, puisque maman et papa s'occupaient toujours de tout. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle ignorait réellement à qui appartenait la maison. La famille de ma mère a toujours eu beaucoup d'argent. Mon père, pas vraiment, évidemment. Quand il est décédé, Olivia et moi avons prévenu maman, et elle a pris le premier vol. Mais comme elle se trouvait littéralement à l'autre bout du monde, cela a pris un peu de temps. Je ne pense même pas que Marlène ait déjà rencontré ma mère, mais comment n'a-t-il pas pu lui venir à l'esprit que maman viendrait, même si les funérailles étaient déjà terminées? Maman a atterri quelques heures après la tentative d'expulsion de Marlène, et maintenant elle est en route. Olivia et moi sommes de nouveau à l'étage, mais j'entends Marlène hurler au téléphone avec quelqu'un en bas. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Mise à jour 3. Après toutes ces mises à jour rapprochées, ça faisait un moment depuis la dernière. Tout d'abord, maman est arrivée, a récupéré Olivia et moi, et nous a emmenés directement à l'hôtel parce qu'elle ne voulait pas que nous, enfin, que nous surprenions la conversation qu'elle allait avoir avec Marlène. Je suis sûr que ce fut une charmante discussion, surtout que Marlène a essayé de faire emménager dans la maison le type qu'Olivia et moi avions entendu avec elle, genre une heure après notre départ. Donc maman est retournée à la maison et l'a remise à sa place. Mais Marlène, si elle a bien une qualité, c'est l'audace. Elle n'est pas partie. À la place, elle a cru que la meilleure option était d'engager un avocat et de tenter de poursuivre ma mère. Elle utilise l'argent de l'assurance vie de papa pour payer un avocat de renom, et elle réclame la pleine propriété de la maison. En plus de ça, elle veut toutes les affaires de papa et tout ce qu'il a laissé derrière lui. C'est absurde, mais elle était on ne peut plus sérieuse. Au début, je me sentais affreuse, parce qu'il me semblait que tout partait en vrille, et maintenant maman devait gérer notre belle-mère folle juste parce que je n'étais pas assez mature pour la gérer moi-même. Je me disais, peut-être que si je ne lui avais pas ri au nez, et fait rire Olivia aussi, elle n'aurait pas réagi de façon aussi puérile. Mais maman n'a même pas scié. Au contraire, je dirais qu'elle a trouvé la situation amusante. Elle m'a dit qu'elle avait déjà affronté bien pire qu'une chercheuse d'or cupide, et que Marlène n'avait aucune chance. Si l'avocat de Marlène est réputé, alors l'équipe que maman a engagée est largement au-dessus. Ils font passer l'avocat de Marlène pour une bande d'étudiants en droit qui jouent à faire semblant. C'est fou. Ils sont hyper minutieux. Ils nous ont parlé, à Olivia et à moi, plusieurs fois pour s'assurer qu'ils avaient le moindre détail. Maman était présente à chaque réunion, bien sûr, et c'est laquelle a entendu Marlène prétendre que papa lui avait tout légué. Olivia et moi étions sous le choc en l'entendant, mais maman ne l'a pas cru une seconde. Elle ne s'entendait peut-être pas avec papa, mais elle le connaissait très bien. Elle était tellement sûre que papa n'aurait pas changé son testament, qu'il laissait tout à Olivia et moi, qu'elle a demandé à ses avocats d'enquêter. Eh bien, ils l'ont fait, et ils ont trouvé de l'or. Le testament avait en effet été modifié, mais Marlène était la seule témoin, et le notaire n'était autre que le type avec qui elle flirtait, le même qui a tenté d'emménager dans la maison dès notre départ. Son petit copain travaillait dans la compagnie d'assurance qui avait traité la police d'assurance vie de papa. Je ne veux pas en dire beaucoup plus tant que tout n'est pas terminé, parce que même si c'est un compte secondaire que j'ai créé uniquement pour ça,
je ne veux pas risquer que quelqu'un proche de Marlène, comme son avocat, tombe dessus et découvre ce que les avocats de maman ont déniché. Pour l'instant, nous sommes toujours à l'hôtel. C'est vraiment bien, mais maman dit que nous retrouverons bientôt notre maison. Elle a juste besoin de faire un petit peu de dératisation. Ma maman est la meilleure. Mise à jour 4. Marlène est allée en prison. Je ne vais même pas essayer d'expliquer tout ce qui s'est passé depuis ma dernière mise à jour sans avoir l'air d'une folle ravie que quelqu'un aille en tôle, d'accord? Donc, si vous avez lu tout ce qui précède, vous savez que l'équipe juridique de maman a découvert que Marlène et le notaire de l'assurance avaient falsifié le testament de papa et sa police d'assurance vie. Reprenons quelques éléments que j'avais laissés de côté avant d'entrer dans les événements actuels. Il s'avère que le type de l'assurance, Manny, ce qui est un prénom ridicule pour un grand gaillard blanc sans charme, était en réalité l'ex-petite amie de Marlène. Ils avaient rompu juste avant qu'elle ne commence à sortir avec papa, mais clairement, ils n'avaient jamais vraiment mis fin à leur relation. Ils montaient simplement une arnaque. La théorie principale, c'est que Manny a repéré la grosse police d'assurance de papa, et que lui et Marlène ont monté un plan pour récupérer l'argent. Quelle coïncidence, pas vrai? Marlène rencontre mon père malade, seul, et célibataire, et la voilà tout à coup bénéficiaire unique de toutes ces polices. Comme ça. Alors, ils ont manipulé absolument tout. Apparemment, les dates sans aucun homme impliqué rendent les choses très claires. Je ne connais pas tous les détails puisque maman ne veut pas qu'Olivia et moi soyons plus impliqués que nécessaire. Mais l'essentiel, c'est que les preuves sont totalement contre eux, et les avocats de maman les ont immédiatement dénoncés. Manny a été arrêté au travail ou quelque chose comme ça, mais Marlène a eu le plaisir d'être arrêtée devant la maison qu'elle croyait être la sienne. Olivia et moi avons pu assister à la scène, mais nous avons dû rester dans la voiture. Je vous jure, elle est passée par toutes les étapes du déni. D'abord, elle a essayé de faire semblant de ne rien comprendre, disant qu'elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Puis elle est passée au marchandage, suppliant et même en nous criant dessus dans la voiture, avec des phrases du genre « Ton père n'aurait pas voulu ça ». Quand ça n'a pas marché, elle s'est mise à donner des coups de pied, hurler et piquer une vraie crise de nerfs jusqu'à ce que la police l'emmène. Apparemment, son petit ami n'a pas beaucoup résisté quand il a été arrêté, mais tout s'est déroulé devant tout son bureau. Il est définitivement viré et ne retrouvera plus de travail dans ce secteur, peu importe comment ça finira pour lui. Je ne suis pas sûr de l'importance exacte de son rôle dans tout le plan avec Marlène, puisqu'elle était celle qui était avec papa durant ces dernières années. Ce qui, d'ailleurs, est dingue à imaginer. Mais je sais avec certitude qu'il était impliqué dès le départ dans la planification. Visiblement, ils n'ont pas assez bien préparé leur coup, parce que s'ils l'avaient fait, ils auraient su que papa n'était pas indispensable pour la propriété de la maison ou quoi que ce soit d'autre. Maintenant, ils font tous les deux face à de multiples chefs d'accusation, notamment pour falsification, fraude, et d'autres au nom si long que je n'ai pas envie de les retenir. C'est une justice poétique. Ça ne ramènera pas papa, et ça ne rend pas plus facile le fait d'accepter qu'il soit parti. Mais au moins, Marlène est partie elle aussi. Mise à jour 5. Un compte n'arrête pas d'inonder ma messagerie en me demandant une mise à jour sur toute cette histoire avec ma belle-mère arnaqueuse. Si vous ne l'avez pas lu, c'est sur mon profil, mais c'est assez long, donc vous êtes prévenus. La vie est bien plus calme depuis que Marlène et son petit ami escroc d'assurance, Manny, ont été arrêtés. Le plus grand changement, c'est que maman a décidé de revenir vivre dans cette maison quelque temps pour aider Olivia et moi à tout remettre en ordre. Et aussi, pour passer en revue les affaires de papa. Elle prend une pause au travail, et c'est vraiment génial de la voir ici. Ça réconforte d'avoir un de ses parents à la maison. Sa présence redonne à la maison l'impression d'être un vrai foyer, et je sais qu'Olivia est d'accord. Elle ne restera pas en congé éternellement, mais elle a promis de faire de cette maison sa base, donc elle reviendra ici après chaque voyage de travail. Vous savez, je ne suis plus un petit enfant, je peux m'occuper d'Olivia et de moi. Mais quand même, c'est agréable de la voir ici. Elle a même proposé de nous emmener avec elle à chaque fois qu'elle voyage, mais tous mes amis sont ici, et je n'ai vraiment pas envie de quitter ni eux, ni la maison, après tout ce qu'on a traversé pour la garder. Mise à jour 6. Cette mise à jour est pour vous dire ce qui s'est passé lors du procès de Marlène et de ses petits amis. Oui, je parle au pluriel maintenant, parce qu'en plus de celui qu'on connaissait déjà, Manny, il y avait aussi l'infirmier qu'elle avait fait venir pour s'occuper de mon père. Je pensais que c'était juste une histoire de jalousie, qu'elle ne voulait pas d'une jeune femme auprès de mon père. Ce qui est absurde, parce que mon père ne pouvait même plus penser à ces choses-là, il était bien trop malade pour s'intéresser à ça. Et puis, il avait toujours été un homme fidèle, du moins selon ma mère. Ils ont divorcé à cause de leurs différences, pas parce que l'un ou l'autre avait trompé. Donc, savoir qu'elle a amené cet homme pour s'occuper de lui, tout en ayant une relation avec lui, est totalement dérangeant. Ça rendait son plan encore plus tordu. Mais au moins, ça a permis de débloquer l'affaire, parce que les deux hommes ignoraient qu'ils avaient un lien avec Marlène, et ils ont donc accepté de témoigner contre elle et l'un contre l'autre. Grâce à ça, Marlène va être enfermée pour environ 12 ans,
car la liste des chefs d'accusation était incroyablement longue, surtout après la découverte de l'histoire de l'infirmier. Elle attend maintenant d'être transférée dans une prison hors de l'État. Donc non seulement elle sera enfermée un bon moment, mais en plus, elle sera loin. Quant à ses complices, leurs peines n'ont pas été aussi longues, mais eux aussi ont été reconnus coupables et devront purger une peine de prison. Parfois, ces procès s'éternisent, mais c'est bien de pouvoir clore tout ce chapitre avec ces condamnations.